BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le 5e épisode de la 4e saison d'Impact PME. Vous le savez, ce grand événement que nous organisons le 30 novembre prochain à la Station F dans le cadre de cette collaboration entre la CPME et BFM Business. Et on parlera le 30 novembre, mais tout au long de cette saison de l'Impact PME l'Hebdo, de talent, d'intelligence artificielle et de transition écologique. Et aujourd'hui, on ne va pas seulement parler d'IA, mais de transition numérique, justement, puisque j'ai 3 acteurs de ces métiers. Avec vous, Nicolas Aubé, vous êtes le CEO fondateur de Céleste, président fondateur de Céleste, qui est un opérateur de la fibre. Bonjour Nicolas. La fibre qui a un enjeu important devant elle, on va en parler dans un instant. Philippe Bonne, vous êtes président fondateur de Midrange Group, vous êtes également adhérent de la CPME, et Virginie Févé, vous êtes vous aussi adhérent de la CPME, et vous êtes fondatrice et DG de StartHack. Je l'ai bien dit ? C'est ça, parfait. Oui, c'est un nom pas facile à prononcer. On va bien sûr venir sur vos activités et la façon dont vous accompagnez la transition numérique de vos clients qui sont pour l'essentiel des TPE, PME. Mais Nicolas, je me tourne vers vous tout de suite parce que Céleste, c'est un opérateur privé de la fibre qui est en train de faire face à un enjeu considérable. C'est que je n'avais pas réalisé ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il va se passer un truc fou. Dans quelques temps, on coupe. On coupe le cuivre. Alors racontez-moi, on coupe le cuivre. Un truc de fou parce qu'on n'a pas conscience des enjeux. C'est vrai, c'est vrai. Céleste est un opérateur de fibre optique et de cloud pour les entreprises. On équipe 20 000 entreprises partout en France. Et Céleste est né avec l'ADSL, puisque j'ai créé Céleste en 2001. Absolument. C'est la première ligne ADSL en France, c'est en 2000. Voilà, et figurez-vous que la dernière ligne ADSL va s'éteindre en 2030. Donc ça plus tard. Au plus tard, voilà. Mais et la fermeture commerciale en 2025. Voilà, en 2026, la fermeture commerciale. 26. Et on va couper le réseau sur pendant plusieurs années, jusqu'à 2030. Donc l'ADSL, finalement, aura duré 30 ans. C'est quoi l'ADSL ? C'était le réseau sur les lignes téléphoniques ordinaires. Le réseau téléphonique a été déployé dans les années 70 et est utilisé maintenant pour l'ADSL. Ma génération a connu les petits modems avec... Voilà, exactement. Votre aussi. Exactement, c'est ça. Et puis, c'est vrai que la fibre optique est arrivée, on va dire, en 2010, par là. Et puis, aujourd'hui, 60% des entreprises sont équipées en fibre optique. 60. Donc tout taille confondue. Tout taille confondue. Ouais. Qu'il en reste 40 qui ne sont toujours pas passés à la fibre optique. Pourtant, 95% des entreprises sont éligibles à la fibre. On sait bien, parce que c'est le métier de Céleste d'équiper chaque jour des entreprises en fibre optique. D'ores et déjà, 95% sont éligibles. Oui, d'ores et déjà. Okay. D'ores et déjà. Sur un programme qui, normalement, couvre toute la France, à quelle échance ? Alors non, ça ne va pas se couvrir toute la France. Il restera quelques pourcents, peut-être 1 ou 2% d'entreprises non couvertes, même à la fin. Et donc, ces entreprises-là, c'est un peu... elles vont se tourner probablement vers le satellite. Mais d'ores et déjà, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent passer à la fibre et qui n'ont toujours pas fait le pas, je pense par crainte. Moi, je voudrais dire que la fibre optique, c'est fait pour tout le monde. En fait, c'est la technologie d'aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter à y aller. Mais à titre personnel, on va venir vos deux parcours, mais à titre personnel, quand on sait la vitesse et le confort qu'amène la fibre, pourquoi les 35% d'entrepreneurs qui n'y sont pas, qui comprennent bien, parce que dans leur vie, je suis sûr que chez eux, ils ont la fibre. Et pour autant, pourquoi ne la mettent-elles pas dans leur entreprise ? Quels sont les obstacles aujourd'hui ? Je pense que c'est l'information des entreprises. En fait, effectivement, certaines zones ne sont pas encore couvertes pour les particuliers, mais peuvent être couvertes par les réseaux d'entreprises. Par exemple, Céleste a son propre réseau, un réseau dédié pour les entreprises, qui n'a rien à voir avec le réseau des particuliers. Et on va l'équiper des entreprises dans beaucoup de zones en France. Donc, on peut avoir la fibre. Il n'y a pas des travaux importants. C'est pas cher, généralement l'investissement il est fait par l'opérateur, donc ça coûte pas d'investissement à l'entreprise, et surtout on en a besoin, parce que les entreprises elles consomment chaque année 50% de plus de débit, donc elles ont absolument besoin de passer à la fibre optique. Chaque année, 50% de débit en plus. Absolument. Bon, on va venir sur la façon dont vous arrivez à couvrir des zones qui ne le sont pas encore, mais on va poursuivre notre tour de table avec vous, Virginie Févé, présidente de StartHack. Vous n'avez jamais été salarié ? Non. Non. Juste pendant mes études. Ah oui, bon, rien quoi. Quelques années. Très peu de temps. Très peu de temps. Donc du coup, vous avez plusieurs aventures. Ce qui m'a amusé, c'est que vous auriez pu être le Spotify français. C'est vrai. Vous avez été une des premières en fait à une plateforme de musique, et ça s'est arrêté. Pourquoi ? C'était trop capitalistique ? Le monde des startups. Il y avait la SACEM, c'est ça ? C'est compliqué, il y a plein d'enjeux. Et puis, j'y connaissais rien dans le digital. Je me suis auto-formée à l'époque.
C'était une aventure. En 2007, c'est vrai qu'il n'y avait pas de formation telle quelle, donc on était tous dans la course aussi sur certains secteurs. Vous pensiez que c'était la bonne idée et vous aviez vu juste. Ouais, et l'idée vaut pas grand-chose, c'est l'exécution. Donc parfois on se trompe dans l'exécution et il y a des choix qui coûtent plus cher que d'autres. Et donc parfois il faut savoir pivoter au bon moment. Et... Vous l'avez fait d'ailleurs. Exactement. Et vous avez développé une agence digitale que vous avez revendue. Exactement. Et puis vous avez créé donc StartAct en 2020. C'est quoi StartAct ? C'est un centre de formation. On forme à tout ce qui est transformation numérique. C'est 41 modules de formation. On a 39 intervenants sur toute la France. Et donc on forme à tout ce qui est réseaux sociaux, prospecter sur les réseaux sociaux, gérer sa e-réputation. Mais également savoir construire une stratégie digitale, savoir utiliser certains outils quoi, comme Canva ou même sur ChatGPT par exemple. Donc on accompagne... Vous formez à l'usage pour bien prompter ? Exactement. Oui, ça c'est un truc qu'il faut que je fasse moi, parce que chaque fois j'ai des résultats qui ne sont pas bons. C'est vrai ? Oui, je crois que je ne me suis pas encore assez formé. C'est une de mes obsessions du moment d'ailleurs. Voilà. Dès que j'ai 3 jours, en ce moment je veux me dire je vais passer 3 jours à essayer de me rendre un peu meilleur. C'est important de le faire ou pas ça, à votre avis ? C'est important, et puis on a développé une pédagogie qui est orientée pratique. Donc tous nos ateliers c'est 90% de pratique, ce qui fait qu'on prend en main dès la première heure les outils. Ça permet tout de suite de rentrer dans le bain, de sortir de sa zone de confort, de prendre confiance en soi. Parce que le vrai sujet, c'est aussi parfois juste la peur du changement. Donc, Et votre public, quelle est la taille, le type de profil d'entreprise qui font appel à StartAct ? On a aussi bien des TPE que des PME, jusqu'à 5000 personnes, donc des entreprises, donc des ETI. Ouais. En fait, mais quel type de job viennent vous voir ? Quel type de fonction dans l'entreprise ? Alors déjà, majoritairement, on avait plus de 40 ans, des gens qui sont sortis de l'école il y a quelques temps, qui viennent se remettre à jour. On a beaucoup d'agences de com' finalement qui viennent faire monter en compétence leurs équipes, parce qu'il faut se mettre à jour sans arrêt. En fait, tout devient très vite obsolète. Bien sûr. Et ensuite, on a vraiment tout secteur d'activité. Comme on est Calliope, donc on est éligible au budget OPCO, donc effectivement, c'est toutes les entreprises qui ont des salariés et c'est pris en charge par l'État. Et donc ça date de 2020 ? Exactement. Alors je l'ai accéléré effectivement en 2020. C'était une entreprise que j'ai transformée en organisme de formation spécialisé numérique. Philippe Bonne, le groupe Midrange aujourd'hui, c'est une histoire assez ancienne aussi. 99, c'est l'époque, effectivement, c'est presque le début de la DSL aussi. Exactement. Vous, c'est un petit peu différent. Vous avez des points communs. Vous faites vous aussi beaucoup de choses sur les conseils, services managés, la data, l'économie circulaire. Mais le début, c'est quoi l'histoire de Midrange ? Le début de l'histoire de Midrange, c'est un distributeur IBM qui vendait en partenariat avec des éditeurs de logiciels des systèmes nommés les Midrange Computers. Ah oui, entre les PC, Personal Computers, et les mainframes. Oui. Donc on s'est d'abord associé avec des éditeurs de logiciels pour aller vers le marché. Puis au fil de l'eau, on s'est transformé en fonction de la transformation, puisque l'entreprise date d'il y a 30 ans. Donc elle a 30 ans de transformation. C'était avant l'Internet. Et au fil de l'eau, on s'est adapté et on a délivré des services pour que nos clients puissent eux-mêmes s'adapter à la transformation numérique. Mais aujourd'hui, si vous le résumiez en un mot, c'est quoi votre métier ? Parce que vous en faites plusieurs. Vous appelez l'accélérateur numérique, c'est une de vos signatures. Absolument. Mais on le fait à partir de quels outils ou quel métier ou quelles compétences ? Absolument. On fait partie d'un programme France Num qui accompagne les TPE, qui était également PME, partenaire de cette émission. Absolument. ETI, dans leur transformation, sur 3 thèmes. La communication digitale, on en parlait. Ça, c'est la première chose, la relation client, la relation aussi avec les collaborateurs, puisque la communication digitale vient vers l'interne, mais aussi la cybersécurité, mais aussi ce qu'on appelle le collaboratif, un nouveau mode de fonctionnement pour collaborer au sein d'une entreprise qui sont basés sur des systèmes nouveaux, s'appuyant d'ailleurs sur la fibre optique et le haut débit. Donc notre métier, c'est d'accompagner chaque secteur, par exemple le secteur de l'automobile, qui est le secteur principal, dans sa transformation numérique. Vous avez des spécificités sur certains secteurs, vous êtes beaucoup plus présent. Oui, il y a des secteurs sur lesquels on est beaucoup plus présent, qui sont les secteurs en forte transformation, l'automobile, le bâtiment. L'automobile, pour nous, c'est le secteur des nouvelles mobilités. Le bâtiment, c'est le secteur des smart cities. Ouais. On travaille beaucoup aussi dans l'environnement bancaire. Aussi. Absolument, et de la transition écologique. Donc, on a une équipe de 80 personnes qui sont constituées de consultants, qui accompagnent les entreprises dans leur transformation, qui accompagnent à la fois le dirigeant dans la vision qu'il peut avoir de sa transformation. C'est compliqué la transformation numérique pour un dirigeant, puisqu'à la fois il refond ses process, il adapte son entreprise sans avoir forcément la maîtrise du numérique, et en parallèle il a des risques cyber qui l'amènent à réfléchir à la pérennité de son organisation. Et justement, ça me fait penser, Nicolas,
obéit à ce que vous me disiez quand on a préparé cette émission sur la sécurité et le cloud. Parce que le cloud, c'est une façon d'assurer sa sécurité de ses données, justement. Parce que c'est un enjeu, c'est une de vos activités majeures aussi, le cloud. Oui. Et dans la fibre, il y a des enjeux de sécurité majeurs aussi. Et aussi de réorganisation de l'organisation de l'entreprise. Donc 2 sujets. Commençons par tout ce qui est sécurité par rapport à votre propre activité. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises souffrent d'attaques, de cyberattaques. Et je pense que c'est dangereux de garder ces données chez soi. En fait. Ce qui est le cas, j'imagine, de beaucoup de PME qui ne sont pas encore passées à la fibre, non ? C'est vrai que les entreprises sont passées au cloud, par exemple pour la messagerie. La messagerie, elle est beaucoup dans le cloud. Mais il reste des données du métier, en fait, de l'entreprise, qui sont souvent dans les entreprises. Et celles-là, elles sont vulnérables parce qu'elles sont sur le même réseau que les salariés, qui peuvent télécharger sans savoir des virus. Et donc, ça peut. Voilà, on a beaucoup d'entreprises, on rencontre beaucoup d'entreprises qui se font chiffrer leurs données. Donc qui ont des logiciels, des ransomware, donc des demandes de rançon parce qu'ils sont chiffrés leurs données. Donc ça, c'est une menace réelle. On le voit sur des administrations, des entreprises, et ça peut bloquer l'entreprise. Donc une des solutions pour nous, c'est de passer au cloud, c'est-à-dire de mettre ces données chez un prestataire spécialisé. Ça peut être Céleste, ça peut être d'autres entreprises spécialisées qui vont les conserver sur une infrastructure plus sécurisée. J'imagine que ça n'a pas été aidé par le télétravail aussi, parce que du coup, de l'extérieur, on a encore plus de passerelles possibles entre l'extérieur et l'entreprise, non ? Oui, alors c'est vrai que le télétravail, ça permet de prendre conscience qu'on peut travailler de différents endroits. C'est aussi le cas en fait pour interconnecter des entreprises. Aujourd'hui, en fait, le numérique permet de changer l'organisation des entreprises. Dans quel domaine, justement ? Expliquez-moi. Vous évoquez des exemples très intéressants sur les pompiers de Paris, par exemple. Oui, alors qu'elles avaient la fibre, ça a tout changé. Enfin. C'est vrai que la fibre, le numérique, c'est pas seulement de la technique, c'est aussi de l'organisation, c'est aussi de la vie des entreprises. Si on prend par exemple les pompiers de Paris, c'est vrai qu'on travaille avec eux depuis 10 ans et que quand on les a rencontrés, en fait, ils n'avaient pas la fibre optique sur les 100 casernes de l'Île-de-France. Ce qui est fou quand on y pense, quand on connaît l'importance de la data pour aller vite. C'était il y a 10 ans, donc oui. Voilà. Et maintenant, en fait, donc chaque caserne travaillait plus ou moins en autonomie. Et le fait d'être passé à la fibre optique, ils sont passés à la fibre avec Céleste sur les 100 casernes. Et donc, ça a permis en fait de changer complètement leur approche numérique et de travailler en commun. En fait, c'est pour ça que quand il y a un énorme besoin, par exemple, imaginons l'incendie de Notre-Dame, voilà, les pompiers en fait se coordonnent pour intervenir depuis plusieurs casernes. Et donc tout ça, c'est grâce aux outils numériques. Le numérique a un rôle fondamental. C'est dans toutes les industries. C'était le cas pour les pompiers de Paris. C'est aussi le cas, par exemple, si on imagine des laboratoires d'analyse médicale, ils vont se regrouper pour centraliser les équipements de travail, d'analyse, et puis aussi pour communiquer avec les hôpitaux. Donc, elles vont mutualiser les investissements, avoir des plateformes communes et être reliées en réseau dans tous ces centres, ces laboratoires, grâce à la fibre optique. Donc la fibre, le numérique, ça change la vie des entreprises. Quelle est la part de votre activité qui est sur la fibre et le cloud ? C'est à peu près 70% la fibre optique et 30% sur le cloud. Mais les deux, globalement, on ne peut pas faire du cloud sans fibre optique, globalement ? Ou est-ce qu'on peut en faire, mais de manière moins pertinente et moins efficace, j'imagine ? La face cachée d'Internet, c'est les data centers, c'est le cloud, c'est les serveurs qui sont dans les usines du numérique. Philippe Bonnet, est-ce que vous aviez, je pense que vous le savez, que c'est votre business, conscience de cette espèce de mur là qui se rapproche sur la fin du cuivre ? Est-ce que vos clients en ont conscience ? Est-ce que c'est aussi une de vos activités que de les aider à cette mutation ou pas du tout ? Alors, ce n'est plus une de nos activités, puisqu'il y a 20 ans, j'ai monté une entreprise de cloud et opérateur réseau que j'ai revendu à un de mes partenaires il y a 2 ans et demi maintenant. D'accord. Donc ça ne fait plus partie de nos activités, parce que par contre, on a un rôle de conseil pour aider nos clients à mettre à jour ces infrastructures. La fibre, c'est le socle de toute transformation numérique. L'adoption du cloud, c'est la deuxième étape. Bien sûr. Et ensuite, ça permet de relier l'ensemble des collaborateurs, mais aussi des clients, à des solutions qui sont dématérialisées, qui sont accessibles de partout, et qui permettent de repenser le business model de l'entreprise. C'est ça votre métier ? Oui. En fait, c'est de repenser l'organisation avec ces outils aperçus. Quels sont les principaux types de missions que vous menez ? C'est quoi, pour une TPE-PME, une belle stratégie de transition numérique, en fait ? Vous commencez par quoi ? Comment fonctionnez-vous ? Un accompagnement du dirigeant sur la vision qu'il peut avoir de ce que le numérique peut amener dans sa transformation. Il n'en a pas toujours une conscience claire ? Pas forcément. C'est souvent quelque chose qui est subi. Le télétravail, typiquement, c'est mis en œuvre, parfois, alors que les dirigeants n'en avaient pas forcément la vision.
ça a été mis en œuvre, ça a changé leur modèle de management, ça a permis de mettre en place de nouvelles organisations. Ça, c'est une partie de notre métier. Et pour nous, la transformation numérique, ça s'opère bien à partir du moment où il y a une cohérence entre la vision du chef d'entreprise et des actions concrètes qui se font auprès des collaborateurs, qui sont les premiers à adopter des solutions dans le monde du travail, qu'ils adoptent en dehors du monde chez eux, directement. Donc ils sont à la fois moteurs de la transformation, acteurs de la transformation. Ils adoptent typiquement tout ce qui est intelligence artificielle ou robotisation. Étonnamment, par exemple, un DAF est souvent l'un des acteurs les plus actifs dans la transformation numérique de son entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est le premier à traiter des données. Ah oui, bien sûr. Il va transformer le traitement un petit peu à l'ancienne des données sur des tableaux Excel, sur des outils de BI modernes. Mais aussi les métiers. Les métiers, ils s'adaptent très vite, ils analysent leurs process et ils les automatisent. Et ils sont les meilleurs vecteurs pour automatiser. Et donc quand la transformation numérique se fait avec d'un côté un schéma de transformation porté par le patron, accompagné par le patron, et de l'innovation qui vient des différents collaborateurs, eh ben elle s'opère bien. Elle s'opère dans le temps. C'est un chemin difficile. Le numérique n'est pas le facteur clé de la transformation, c'est la transformation de l'entreprise qui intègre parfaitement tout ce qui est numérique. Les startups n'ont pas ce souci-là, puisque directement, ils naissent avec un système d'information qui est à la fois collaboratif et qui est à jour au niveau numérique. Donc la difficulté des entreprises, c'est de partir d'un système ancien, là on en parle, le cuivre, se transformer, adopter les outils collaboratifs, refondre la manière dont ils fonctionnent au sein de l'entreprise, et que tout ça soit une action d'entreprise menée de front entre les collaborateurs et les dirigeants. Virginie Févé, est-ce que vous aurez répondu la même chose dans votre propre entreprise sur ce qu'est votre job pour assurer la transition numérique de vos clients ? Quelles sont vos réelles activités ? Vous parlez beaucoup de stratégie digitale, stratégie réseaux sociaux. Comment au quotidien se mène une formation en fait Start-Act ? J'allais dire qu'effectivement, la formation est un moyen. En fait, elle ne doit pas être un objectif. Donc en fait, on doit d'abord, nous, on intègre aussi les objectifs de l'entreprise et sa vision. Donc souvent, on nous convie finalement à rencontrer les équipes, à comprendre la stratégie de l'entreprise, où est-ce qu'elle va et quels sont ses objectifs. Est-ce que c'est améliorer un parcours client ? Est-ce que c'est réduire des coûts ? Est-ce que c'est de quelle manière et quels sont les objectifs derrière ? Et ensuite, à partir de là, on accompagne, puisque chaque profil est bien particulier. Et donc, il ne s'agit pas de dire on vous forme sur les réseaux sociaux pour vous former. Il faut vraiment que tout le monde comprenne où est-ce qu'on va tous ensemble, quels sont les objectifs finaux pour pouvoir les atteindre. Donc, en gros, ça commence un audit finalement sur place dans l'entreprise pour bien comprendre les besoins. Et ensuite, seulement on déploie un vrai parcours de formation, pas simplement des modules comme ça éparses. C'est vraiment l'idée, c'est d'un parcours complet où on va suivre l'avancée. Il s'est passé un truc il y a quelques mois, arrive tout d'un coup ChatGPT. Truc de fou qu'on n'a pas vu venir, le truc qui est le plus vite adopté de l'histoire d'une nouvelle technologie, qui bouleverse tout, qui inquiète un peu pour plein de raisons, on le sait, qui inquiète aussi les TPE, PME qui ont envie d'y aller mais qui ne savent pas très bien par quelle boule prendre. Est-ce que vous l'observez d'ores et déjà ? Est-ce que les demandes sur cette thématique sont beaucoup plus fortes qu'il y a quelques temps ? Puisque tout ça est quand même assez récent, quand on se mène à l'échelle des 20 ou 30 ans de la révolution digitale, là c'est allé extrêmement vite. Est-ce que ça modifie justement l'attitude de ces TPE, PME qui sont vos clientes face à l'IA ? La première chose, c'est que le numérique est frais, déjà. Parce que c'est quelque chose, malgré tout, même si l'IA, ça fait des années quand même que... Oui, c'est le chat qui est différent. C'est le chat, la nouveauté, en fait. C'est finalement la prise en main par le grand public et l'accessibilité, et le fait que ça s'ancre dans le quotidien des gens. À partir du moment où ça s'ancre comme une habitude, c'est là où on en parle beaucoup et ça prend de l'ampleur. Mais c'est vrai que dès lors qu'on passe dans une démarche de transformation numérique, ça fait peur, c'est l'inconnu. Ça pointe aussi sur nos limites. Ça nous fait sortir de la zone de confort. Et donc, je sais que nous, dans nos formations, on passe un temps au démarrage quand même à rassurer, à faire prendre confiance en soi. Non, on peut y arriver, tout est accessible. Simplement, pas à pas, on va y arriver. Donc, effectivement, là, on arrive sur l'IA, mais on franchit d'autres... Est-ce qu'il y a une envie ou pas ? Il y a une envie, évidemment, parce qu'en plus, il y a une fracture générationnelle. Souvent, l'ancienne génération veut se réconcilier aussi avec les enfants et donc discuter des mêmes sujets. Et donc, c'est aussi, ou avec les plus jeunes dans une entreprise, et de se dire... parce que c'est aussi du lien dans l'entreprise quand on parle tous le même langage. Bien sûr. Donc, il y a aussi ce facteur-là, quand bien même on ne l'utiliserait pas. Et d'ailleurs, l'IA, on l'utilise à tellement de niveaux. Sans le savoir, en plus. Voilà, et le numérique, je lisais une étude... 31% des entreprises aujourd'hui n'ont pas de compétences numériques. Donc c'est quand même assez important encore. Et donc ça veut dire que
pour après aller à l'IA, il y a déjà une première étape, c'est de passer au numérique et d'avoir vraiment des compétences en interne déjà pour maîtriser le sujet. Nicolas Aubé, quand on sait que l'IA, ChatGPT, c'est aussi là parce qu'aujourd'hui on s'est brassé des milliards de données en un instant de seconde, ça va être un formidable accélérateur de la fibre quand même, l'IA, non ? Quand les boîtes vont commencer à comprendre que ça va modifier tout à peu près dans leur organisation, elles pourront à l'évidence plus passer d'une ligne ADSL qui mouline lamentablement avant d'avoir la moindre réponse. Pour vous, c'est un facteur clé ? C'est vrai que la donnée en général, c'est un facteur clé pour l'entreprise. Je dirais qu'il ne faut pas que les entreprises aient peur du numérique. Le numérique, en fait, c'est un outil, c'est une formidable opportunité. Ça peut permettre de faire développer son activité, de trouver des nouveaux clients, de s'organiser différemment, de gagner en productivité, de trouver des talents, de former les gens, d'avoir une compta intégrée. Demain, il y aura la facture électronique qui va bouleverser aussi beaucoup d'organisations. Aujourd'hui, on s'embête à envoyer des milliers de factures en PDF où on saisit à la main, etc. C'est pas possible. En fait, il faut vraiment. Ça va nous permettre quand même de nous améliorer. L'IA, c'est une des briques de cette révolution. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Bien sûr, c'est nouveau, c'est une technologie, il faut se former, mais il ne faut pas voir ça comme un ennemi. La révolution numérique n'est pas une ennemie. Il faut que les entreprises en profitent, soient à l'aise avec ces nouveaux outils. Ça va permettre de faire leur business, leur travail, leur activité au quotidien. C'est pas uniquement pour se faire plaisir ou c'est pas uniquement de la technique, c'est vraiment transformer son activité, transformer son entreprise. Si je vous demande de me faire peur en me disant tout ce que je n'ai pas compris qui allait s'arrêter quand ils vont m'arrêter ma ligne en cuivre, parce que vous m'avez envoyé quelques éléments, ah oui c'est vrai qu'il y aura ça qui va plus marcher, il y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter. Il y a un énorme sujet sans même qu'on s'en aperçoive en fait, il faut quand même bien qu'on l'ait en tête. Même les entreprises qui sont passées à la fibre, elles ont encore des lignes de cuivre, des lignes téléphoniques, en moyenne 5 à 10 lignes par entreprise, par site d'entreprise, qui connectent l'ascenseur, la machine à franchir, des bureaux à droite à gauche. C'est idiot mais c'est vachement utile, ces machines à franchir. Quand il y a encore du courrier et l'ascenseur, c'est très utile aussi. Exactement. Donc, et tout ça, finalement, c'est beaucoup de travail pour changer. Bien sûr, les solutions existent pour changer tout ça, mais c'est beaucoup de travail pour les entreprises et on a calculé que ça allait représenter un coût d'organisation pour les entreprises de 15 milliards d'euros. Donc, il y a un impact en fait très important de l'arrêt du cuivre que personne n'a vu venir aujourd'hui dans les entreprises. Et vous avez même poussé un coup de gueule dans les Échos en disant on n'a pas préparé, on n'a pas fait d'essai, on ne sait pas exactement, on n'a pas eu de crash test en fait. Absolument. Et les entreprises ne sont pas au courant que ça s'arrête, que le cuivre, l'ADSL s'arrête. Les entreprises ne sont pas au courant, elles ne sont pas préparées et ça s'arrête demain. Donc il faut en parler. La télésurveillance ? La télésurveillance, voilà. Ça n'a l'air de rien, la sécurité. Si on regarde tous les buralistes de France, les dizaines de milliers de buralistes, ils ont 2 lignes téléphoniques, souvent une qui sert à téléphoner, une qui sert à transmettre l'argent pour les jeux en ligne. Enfin, pas en ligne, justement, les jeux d'argent. Oui. Donc tout ça, ça va être... il faut transformer ça. Ça va s'arrêter, donc il faut transformer, il faut passer sur une nouvelle technologie. Donc c'est facile. Enfin, c'est facile. Non, c'est pas facile. Ça demande du temps. Pour les entreprises, ça demande de l'organisation et ça va coûter pas mal d'argent. Et c'est pour ça qu'on a alerté en fait, les pouvoirs publics en disant attention, il faut faire attention que les entreprises soient informées de cet arrêt du cuivre qui va les impacter dans quelques années. Au moins, c'est le mérite de cette émission ce week-end. Philippe Bonne, vous partagez, vous, cette accélération de ce sujet et d'autres. Ma question aussi, c'est à quoi les entreprises françaises ne sont-elles pas préparées dans la matière de numérique ? Qu'est-ce que vous essayez de les faire comprendre ? Comment essayez-vous de les convaincre pour y aller ? On essaie de les accompagner sur le fait que c'est le monde de demain. Le numérique, c'est le monde de demain, mais c'est déjà le monde d'aujourd'hui. C'est le cas. Quand on parle de cuivre et de bascule vers la fibre et que ça a des difficultés à s'opérer, c'est qu'il y a une difficulté d'adaptation des organisations à ce nouveau monde qui est déjà là. Donc notre manière de faire, c'est de travailler avec les chefs d'entreprise pour qu'ils en prennent conscience, qu'ils se mobilisent et qu'ils mobilisent leurs organisations. Il y a un facteur de performance juste incroyable que de numériser son organisation, puisqu'elle devient plus performante dans sa relation client, elle devient plus performante dans son back-office, donc elle automatise tout un ensemble de process qui fait que ça lui coûte moins cher. Imaginez la SNCF avec un mode opératoire d'il y a 15 ans. Je préférerais pas. Imaginez la grande distribution avec un mode opératoire d'il y a 15 ans. Imaginez des innovations comme la vente de vêtements d'occasion sans le numérique. Vous voyez bien qu'il y a tout un ensemble d'opportunités qui sont à saisir, soit de l'innovation,
soit de l'optimisation d'un métier. Donc pour un chef d'entreprise, la clé, c'est de s'en occuper maintenant. Oui, c'est coûteux, mais par contre, quand c'est bien opéré, il y a un retour sur investissement qui est très important. Et le facteur clé de cette réussite, c'est de mobiliser les collaborateurs qui, eux, ont cette vision, qui ont souvent une vision plus claire de l'amélioration. Que les dirigeants. Absolument, de leur quotidien à travers le numérique. Ils l'utilisent dans leur vie privée, ils sont prêts à l'implémenter, et c'est le moment d'avoir des organisations moins pyramidales en termes de décision, et de laisser à partir de la base donc des métiers, l'innovation remonter. Et ça, c'est le gage d'une transformation numérique qui fonctionne bien. Merci beaucoup. J'ai oublié de dire, Virginie Févé, ce sera presque ma conclusion, notre conclusion, que vous êtes aussi auteur de ce livre que vous m'avez remis, Stratégie e-marketing. C'est l'édition 2022, il date de quand ce bouquin ? 2022, 4e version. Ah oui, c'est la 4e. C'est-à-dire que vous l'avez écrit le premier quand ? 2013. Et il sert à quoi ce bouquin ? Il sert à se sans fiche pratique pour déjà prendre les premiers pas, en tout cas sur le numérique, et comprendre les questions stratégiques qu'il faut se poser. C'est pas un livre qui vise à être opérationnel, c'est vraiment se poser les bonnes questions et d'éviter quelques erreurs quand on se lance dans le digital. Et en digital. plusieurs années, il y a beaucoup de changements ? Oui. Plein ? Ouais. Bon, j'en recommande la lecture. Merci à tous les trois de nous avoir fait bien comprendre qu'il y a un enjeu devant nous majeur. En tout cas, merci Nicolas Aubé, le CEO fondateur de Céleste. Merci Virginie Févé, fondatrice et directrice générale de StartAct. Merci Philippe Bonne, président fondateur de Midrange. C'est la fin de ce numéro d'Impact PME l'Hebdo. On se retrouve bien sûr le week-end prochain. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la grande journée du 30 novembre à la Station F pour parler à nouveau transition numérique, IA, talent et transition écologique. Bonne fin de week-end à tous. Ciao. Impact PME l'Hebdo.